Bonjour chers amis, on est le samedi 1er décembre, il est 7h20, je me suis levé à 4h30 et j'ai commencé à étudier, à préparer la vidéo. Donc on est chapitre 4, quelque peu endormi, hein. Chapitre 4, deuxième partie. Et la deuxième partie va traiter plus particulièrement de l'objet de la perception. On a parlé d'un pan, beaucoup de la pensée, et hier on a situé miraculeusement la conscience humaine et le moi humain au centre d'un processus dynamique qui se joue entre les objets de la perception, ce qu'on perçoit, et la pensée, une sorte de, de lemniscate. Ça va comme ça et nous on se situe constamment au milieu, on oscille entre les deux pôles. On peut devenir un pur penseur si on ne fait pas attention et vivre uniquement dans son monde intérieur, et d'un autre côté on peut être attaché au monde de nos perceptions. Il faut essayer de rester au milieu dans ce dynamisme. La question qui se pose maintenant est celle-ci. L'autre élément que nous avons simplement nommé jusqu'ici l'objet de l'observation et qui doit se rencontrer avec la pensée dans le champ de la conscience humaine, comment pénètre-t-il dans cette conscience? Donc on va s'attacher à l'objet de la perception. Petite parenthèse, ce qui est difficile dans la philosophie de la liberté et qui est si riche en même temps, c'est que elle nous oblige à créer sans arrêt nos pensées. On ne peut pas lire la philosophie de la liberté sans être actif, profondément actif. Et c'est ça qui nous pose problème, c'est qu'on n'a pas l'habitude de penser. En fait, on pense très très peu. On pense inconsciemment. On est pensé par les choses, on est pensé par les événements, on est pensé par nos sentiments, on est pensé par nos sensations, etc., par nos souvenirs, etc., etc., par nos craintes. On est pensé par les objets qui nous attirent, par le désir, par tout ce qu'on veut. Mais penser par soi-même, créer la pensée, est quelque chose de difficile. Fermons la parenthèse. Donc l'objet de perception. Pour répondre à cette question, on doit éloigner de notre observation tout ce que la pensée y a déjà apporté. Je vous ai mis une image. Bien sûr, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut. Il faudrait se représenter une sorte d'être humain qui arrive avec une intelligence normale et qui est placé devant le monde, soudainement, sans penser. Il serait face à une sorte d'agrégat de surface plus ou moins plane, d'objets dont aucun n'aura plus d'importance qu'un autre. La tasse qui n'est pas la tasse n'aura pas plus d'importance que le ciel. La couleur rouge n'aura pas plus d'importance que l'arbre, que la forme de l'arbre. Et la forme de l'arbre ne serait pas la forme de l'arbre puisque ce ne serait pas un arbre, etc., etc. Je me souviens à une époque, c'était vraiment un état. Bien avant de lire la philosophie de la liberté, je lisais Aldous Huxley, Les portes de la perception. À cette époque-là, je parle doucement parce que ça dort encore dans la maison. À cette époque-là, on rêvait de voir le monde tel qu'il était. C'était notre idée. Et donc on s'imaginait un monde sans penser. On se le disait pas comme ça, mais on voulait voir le monde tel qu'il est, le monde à l'origine, le monde de l'origine, les sensations à l'origine, les perceptions à l'origine. Peu importe les termes, si c'est juste ou pas juste, mais on avait ce désir-là, ce qui était inscrit en nous, c'était dans les années 70, 80. Et maintenant, je me retrouve devant cette idée. C'est une idée que Steiner a beaucoup développée dans son livre Vérité et science. Donc si vous avez l'occasion de lire
le passage qui concerne donc ce monde sans pensée, avant que la pensée n'y pénètre. Lisez le passage dans Vérité et Science. Cet agrégat, résultat de la pure observation. De l'autre côté, la pensée qui est toujours là derrière. Parce que même quand je pense le monde sans penser, je suis occupé à penser, on ne sort pas de la pensée, elle n'attend que de trouver un point de départ pour se développer. Et ce point de départ ne tarde pas à se présenter. La pensée commence à établir des liens d'un élément perçu à un autre. Concept, idée, etc., 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 etc. Nos perceptions dépendent de deux facteurs. Un facteur mathématique de position dans l'espace et, chose plus difficile, nos perceptions dépendent de nous-mêmes, de notre organisation physique et spirituelle. La dépendance spatiale d'abord. Imaginons, c'est simple, imaginons que nous soyons dans une allée avec des arbres devant nous, et les arbres, évidemment, quand on les voit en perspective, sont de plus en plus petits. C'est déjà un miracle extraordinaire. C'est Alice au pays des merveilles. Vous regardez les arbres, au fur et à mesure que vous avancez, les arbres qui étaient petits tout au fond commencent à grandir, à grandir, à grandir, à devenir gigantesques, et au miracle, vous vous retournez, et les arbres qui étaient grands deviennent de plus en plus petits, au fur et à mesure que vous progressez. C'est pas incroyable, hein? C'est une histoire de fou, quand on y pense, quoi. Imaginez un homme qui n'a aucune connaissance de la perspective, des lois de l'optique. Il se trouve dans une allée, comme Alice. Il avance et miracle. Les arbres qui étaient tout au fond deviennent gigantesques et je me retourne et puis les arbres deviennent de plus en plus petits. Alors ce genre de dépendance est extrêmement facile à comprendre. C'est une question d'optique géométrique. C'est ce qu'on appelle en art la perspective. L'autre dépendance qui est plus complexe, c'est notre dépendance physiologique. Le physicien nous apprend que lorsque nous percevons un son, il se produit dans l'air qui nous environne des vibrations et que le corps dont le son nous semble provenir présente aussi des mouvements vibratoires de ses parties constitutives. Mais la physiologie nous enseigne aussi qu'il y a des gens, par exemple, qui ne voient pas le vert, ou qui ne voient pas le rouge, ou qui voient le monde en clair et foncé. Donc, qu'on me permette de nommer la première dépendance dont j'ai parlé, celle qui a trait au lieu de l'observation, une dépendance mathématique, et la seconde, une dépendance qualitative. La première est en rapport avec des rapports de grandeur, et la seconde parle de qualité. Que je vois une surface rouge, cela dépend de l'organisation de mon œil. Mes images de perception sont donc tout d'abord subjectives. Après ce que je viens de vous expliquer, mes images de perception sont donc tout d'abord subjectives. Regardez le soleil qui se déplace dans le ciel. On pourrait croire que le soleil tourne autour de la Terre. C'est un point de vue. Un autre point de vue, c'est bien sûr ce que Copernic nous a enseigné, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Tout dépend du point de vue où l'on se place. La notion de cette subjectivité peut nous amener à douter complètement qu'il y ait à leur base une réalité objective. On voit du rouge, c'est probablement dû à notre constitution physiologique. Il y a un philosophe qui a poussé l'idée encore plus loin, et ce philosophe c'est George Berkeley.
Il estime que l'homme, dès qu'il prend conscience du rôle que joue son sujet dans ses actes de perception, n'a plus le droit de croire à un monde réel existant en dehors de l'esprit conscient. Et voici comment il réfléchit. Lorsque j'observe un arbre, je vois l'arbre, l'arbre est devant moi. Mais si je me retourne et que je m'éloigne, l'arbre disparaît de ma conscience, et pour lui, l'arbre disparaît tout simplement. En fait, les choses n'existent qu'au moment où je les perçois. Au fur et à mesure que le monde disparaît de ma conscience, de mes perceptions, en fait, les choses disparaissent purement et simplement. La solution de l'énigme, c'est que qui crée la réalité? C'est Dieu. À chaque instant, pour chaque être humain, Dieu crée le monde réel devant nos yeux. Pour l'instant, ma voiture qui est garée devant la maison n'existe pas parce que je ne l'aperçois pas. Mais quand je vais m'approcher d'elle et qu'elle va rentrer dans le champ de mes perceptions, elle va commencer à exister. Et la personne donc qui fait exister les choses au fur et à mesure, c'est Dieu. C'est pas mal comme idée, c'est un homme très occupé, Dieu. J'espère qu'il n'a pas oublié où j'ai mis mon portefeuille parce que j'en aurai besoin tout à l'heure pour faire les courses et j'espère que je retrouverai ma voiture quand j'en aurai besoin. Donc ça, c'est George Berkeley. Je vais vous poser une question. Supposons que vous êtes dans une forêt et un bûcheron coupe un arbre. L'arbre tombe et fait un bruit. Est-ce qu'on entend le bruit lorsque vous sortez de la forêt et que vous êtes dans votre maison? Lorsque cet arbre tombe, est-ce qu'il fait du bruit? Eh bien non, il ne fait pas de bruit, tout simplement pour la bonne raison qu'il n'y a ni arbre, ni forêt, ni clairière, ni petit chemin qui mène à la forêt, puisque vous êtes dans votre maison et que vous ne percevez ni la forêt, ni l'arbre qui tombe. Bien, j'en viens à la conclusion. Donc, un objet étant formé d'une somme de perceptions, la table est rouge, elle a telle forme, telle hauteur, telle grandeur. Si je supprime ces perceptions parce que je m'en détourne, elles tombent une à une et la table, tombe avec elle. Ce que nous nommons un objet n'est qu'un groupe de perceptions liées entre elles d'une certaine manière. Si j'enlève à une table sa forme, son étendue, sa couleur, etc., bref, toutes les perceptions que j'en ai, il ne reste plus rien de la table. Cette opinion, si on en déduit toutes les conséquences, mène à l'affirmation que voici. Les objets de perception n'existent que grâce à moi. Ils n'existent que dans la mesure où je les perçois. Ils disparaissent avec ma perception. Ils n'ont aucun sens en dehors d'elle. Or, je ne connais aucun objet en dehors de mes perceptions, et n'en puis connaître aucun. Tant que l'on se borne à considérer en général le fait que nos perceptions dépendent de l'organisation subjective, il n'y a rien à opposer à la théorie de Berkeley. Mais la chose se présenterait tout autrement si on était en mesure de déterminer quel est, dans l'apparition d'une perception, le rôle de notre propre activité. Nous saurions alors ce qui, pendant que nous percevons, se passe dans la perception, et nous pourrions aussi déterminer ce qui devait être en elle auparavant. Donc maintenant, Steiner va se détourner un moment des perceptions et va se tourner vers le sujet qui perçoit, pour voir ce qui se passe.
pour voir ce qu'il en est de cette théorie que je viens de vous expliquer. À bientôt mes chers amis.